on n'a le droit à rien, qu'une carte médicale urgente et la scolarisation des mineurs. Pas plus, pas moins. La plupart de ces gens-là, ils ont leur logement, soit un cote ou un studio, un appartement. Ils payent eux-mêmes le loyer, ils payent les factures, électricité, gaz, internet. Ils payent l'abonnement de la STIP. On est syndiqué à la CIC. On paye nos cotisations trimestrielles du syndicat. On travaille 15 heures par jour. On est payé des miettes, 30-40 euros. Aujourd'hui, on dit on a marre d'être des esclaves, des patrons. On ne veut pas avoir un titre de séjour juste pour avoir un titre de séjour, mais on veut avoir un titre de séjour pour travailler et pour contribuer. Parce qu'à l'heure actuelle, ni nous, ni l'État, on est des gagnants. C'est les patrons. Et ça, c'est le capitalisme. Tout en sachant qu'à chaque fois, on entend de parler, on doit lutter contre le dumping social, on doit lutter contre ça, mais par contre, eux-mêmes, ils créent le dumping social en non régularisant les sans-papiers. Parce que les statistiques de la CIC disent que si les 150 000 sans-papiers seront régularisés, il y aura 65 millions d'euros dans les caisses de l'État chaque mois. Et c'est de l'argent qui n'est pas négligeable. Tout en sachant que chaque produit qu'on achète, on paye entre 6 et 21% de TVA. Ça veut dire qu'on cotise. Ouais. Mais comme j'ai expliqué hier lors d'une réunion avec l'Office des étrangers, on ne veut plus être des esclaves. On est des esclaves du XXIe siècle dans un état de droit qui est la capitale de l'Union européenne. Merci. On est venu aujourd'hui pour faire une petite visite de solidarité par rapport au mouvement qui se développe à Bruxelles sur 3 lieux. Et ici, on est au Béguinage, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde. Ouais. Et voilà. Comme vous êtes un des porte-parole ici, on avait envie de vous demander quelques mots sur voilà, pourquoi ça a commencé, qui est là et quelles sont les revendications des gens qui sont. D'accord. Comme vous savez, l'occupation de Béguinage, ça date du 30 janvier 2021. Et les occupants, ils ont entamé la grève de la faim depuis le 23 mai. Pourquoi du 30 janvier jusqu'au 23 mai? Parce que il y avait pas mal de choses qui étaient mises en place. C'est des actions. On était reçu par le secrétaire d'État. On a déposé une proposition de loi avec des critères clairs et permanents qui répondent à la problématique des sans-papiers qui résident ici en Belgique depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais malheureusement, il n'y avait pas de retour de la part du gouvernement. Les occupants, soit ici, l'église de Béguinage, l'ULB ou la VEB, ils ont pris la décision, ils ont entamé une grève de la faim. Et pourquoi cette grève de la faim? C'est juste pour avoir leur dignité et pour avoir un titre de séjour pour travailler légalement. Parce que comme vous savez, la plupart des sans-papiers, ce sont des travailleurs qui travaillent 15 heures par jour pour une moyenne de 30 euros, 40 euros pour toute la journée. C'est des consommateurs, ils ont leur logement, ils payent leur loyer, ils payent leurs factures, leurs enfants, ils sont nés ici, ils sont scolarisés avec vos enfants. Et pour qu'eux, ils entament la grève de la faim, c'est un signal fort de leur part pour dire non à l'esclavagisme moderne, non à l'exploitation des patrons. Oui, c'est clair. C'est assez impressionnant que des gens décident de mettre leur santé en danger. Ouais. Donc vous êtes en grève de la faim depuis combien de jours maintenant? 47e jour. 47e jour. J'ai eu 2 fois une infection au niveau des reins, j'étais hospitalisé. Mais il faut avoir ma dignité d'abord. Parce que tant que tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de vie. Il y a des hommes et des femmes qui sont en des hommes et des femmes qui sont en grève de la faim. Et que les enfants, bien évidemment, qui ne font pas la grève de la faim. Les personnes malades, qui ont le diabète et tout ce qui est maladie chronique, ils ne font pas de la grève de la faim. Il y a combien de personnes dans l'église ici? 257 personnes. 257 personnes. Et donc l'essentiel de la nationalité des personnes qui sont ici, nationalité d'origine, ce sont... Sur les 3 sites, des Népalais, des Afghans, des Pakistanais, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens. Tous des pays pour lesquels en fait, vous nous avez montré un dossier à l'intérieur, un énorme dossier, pour lesquels en fait les critères aujourd'hui font que les gens ne reçoivent jamais d'acceptation. Voilà, effectivement, parce qu'il n'y a pas des critères clairs et permanents. S'il y avait des critères clairs et permanents et une commission indépendante, ça ne sert à rien de faire des occupations, ça ne sert à rien d'entamer des grèves de la faim. Si tu constates qu'en quoi que tu rentres dans les critères, tu peux introduire ton dossier, tout simplement. Et voilà. Votre analyse, pourquoi est-ce que même des partis progressistes qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, pourquoi est-ce que personne ne bouge en fait?
Qu'est-ce qui les motive en fait C'est Parce qu'en fait les sans-papiers, si on les régularisait demain, ce sont des gens qui contribuent à l'économie, comme vous l'avez dit. En fait, ça fait juste rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, si les sans-papiers sont régularisés, il y aura 65 millions d'euros dans les caisses de l'État chaque mois. Et ça, c'est la CSC qui dit ça. Et pourquoi le gouvernement, ou même les partis progressistes, c'est par rapport à l'accord du gouvernement Vivaldi qu'il n'y aura pas de régularisation. Tout en sachant que ces sans-papiers, ils ont passé la période du Covid-19 ici. Ils étaient les premiers à travailler avec des circonstances du Covid, ça veut dire ils risquaient leur vie. À un moment donné, ce que ces gens-là ils demandent, c'est juste avoir une chance d'être un citoyen enregistré pour qu'il travaille légalement et pour qu'il contribue. C'est ça ce qu'ils demandent. On ne demande pas de l'assistanat, on ne demande pas des aides sociales, on demande juste d'avoir un titre de séjour pour travailler légalement. Et les critères clairs, effectivement, c'est l'élément central. Vous avez dit que vous avez rendu un document avec une série de critères. Vous pouvez dire quelques mots sur les critères légitimes? L'ancrage durable, casier judiciaire vierge, l'ancrage familial, une famille avec des enfants qui sont nés ici, des diplômés qui ont des métiers dans des métiers en pénurie, tout en sachant qu'il y en a soit chez le Forum ou à Thierry sur le VDAB, ils ont toute une liste des métiers en pénurie que personne ne veut travailler, mais par contre les compétences elles sont là. Tout ça, ce sont des critères. Et le plus important, le casier judiciaire vierge, parce que pour moi, un sans-papier, il doit respecter les règles et les valeurs du pays pour prouver son intégration. Aujourd'hui, c'est un peu la porte fermée face à vous. Ouais. C'est quoi? Comment est-ce que vous voyez l'évolution dans les prochains jours en fait? Je ne sais pas, aucune idée. L'évolution, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement met un pas devant pour régler cette situation et qu'on sorte de cette drame. C'est ça ce qu'on veut. On est ici avec quelques-uns du mouvement Demain pour manifester notre soutien aux sans-papiers grévistes de la faim ici à l'église du Béguinage. Alors Vincent de Crolly, toi tu as déjà vécu ce genre de mouvement et les solutions qui ont été trouvées, les régularisations qui ont été possibles. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, il y a eu deux grandes phases au cours des 50 dernières années, on va dire. Une en 1999 avec une loi qui a été adoptée par le Parlement et qui prévoyait pendant quelques mois de l'année 2000 la possibilité pour les personnes qui se trouvaient en séjour illégal de déposer une candidature, entre guillemets, un dossier en vue de faire régulariser leur séjour. À cette époque-là, on estimait à environ 150 000, sur base de quelques indices, de quelques critères, on estimait à 150 000 le nombre de personnes en séjour illégal en Belgique. Estimation toujours un peu difficile puisque par définition, objectiver cette réalité-là n'est pas simple scientifiquement parlant. Enfin, 150 000 personnes et cette procédure de régularisation de l'an 2000 a débouché sur la régularisation de 56 000 dossiers. En tout cas, je crois qu'il s'agit de 56 000 dossiers. Un dossier pouvant concerner une et une seule personne, mais pouvant éventuellement concerner un parent avec des enfants ou toute une famille. Donc c'est quelque chose qui avait été vraiment un souffle et une bulle d'oxygène dans la vie politique et citoyenne, civile de notre pays. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu, après cette régularisation, au niveau de certains services universitaires spécialisés en démographie ou en sociologie, je ne sais plus exactement, mais il y a eu des analyses de suivi, des études sur, tiens, que deviennent ces gens qui ont été régularisés, et notamment au niveau de l'insertion, du dynamisme économique, de la capacité de s'adapter au marché, mais cette fois-ci au marché déclaré, au marché de l'emploi en clair. Toutes les observations convergeaient pour estimer qu'il y avait de la part des personnes qui avaient été régularisées et de leurs familles une capacité de s'insérer dans l'économie belge largement au-dessus de la moyenne. Donc ça, c'est un élément intéressant qui a permis, a posteriori, de dégonfler toute une série de fantasmes qui étaient proférés avant cette régularisation par ses adversaires, fantasmes basés sur la crainte un peu imaginaire, hein, mais la crainte profonde que tous ces gens, dès leur régularisation,
n'allait avoir comme but exclusif que d'aller sonner à la porte des CPS dont il relevait. Mais non, la réalité est tout autre et ça a pu être démontré scientifiquement. Et je pense que c'est quelque chose qui est toujours à rappeler parce que malheureusement ces fantasmes-là sont loin d'être épuisés dans notre société et dans certaines formations politiques. Les personnes qui sont ici, elles ont déjà un parcours de demande d'intégration et les obstacles sont énormes, et notamment suite à la politique menée par Maggie De Block et puis surtout par Theo Franken. Oui, il y a eu donc cette première phase en 1999-2000 par une législation votée par le Parlement, et puis il y a eu en 2009 une nouvelle procédure qui a permis aussi la régularisation d'un certain nombre de personnes en séjour illégal à l'époque sur des critères relativement proches de ceux qui avaient été utilisés en 2000. Et depuis lors, malheureusement, plus rien, si ce n'est des reculs objectivement. Par exemple, on a vu apparaître sous la houlette du secrétaire d'État Franken l'instauration d'une sorte de taxe à payer à l'État belge pour le simple fait d'introduire une demande de régularisation. Alors, il faut savoir qu'introduire une demande de régularisation pour beaucoup de personnes sans papier, c'est déjà un saut dans le vide, parce que beaucoup sont hantés par la peur d'être repérés, par la peur de se faire arrêter et donc enfermer puis expulser. Et donc faire acte de demande de régularisation, pour beaucoup, c'est déjà extrêmement courageux parce que il y a là une forme de confiance dans la loyauté de l'État belge et dans le fait qu'il ne va pas utiliser les informations qu'on lui confie sur l'endroit où on réside, son adresse, etc., pour simplement organiser l'arrestation et l'expulsion de la personne. Bien, les gens qui font ça, malheureusement aujourd'hui, ont un élément de dissuasion supplémentaire à surmonter, qui est un élément financier, puisque cette taxe aujourd'hui, elle existe toujours malheureusement. Elle n'a pas été abolie par ceux qui ont succédé au gouvernement précédent, ni par le secrétaire d'État actuel. Elle représente aujourd'hui 366 € pour une personne qui introduirait aujourd'hui auprès de l'Office des étrangers et donc de l'État belge une demande de régularisation. Voilà le type d'évolution auquel on a assisté, sans parler de l'effet de plus en plus massif de contagion du champ politique belge, même au niveau de bien des partis démocratiques, par une idéologie d'extrême droite plus ou moins rampante, qui consiste non plus seulement à imaginer que tous ces gens ne sont que des profiteurs en puissance, mais à le dire de façon de plus en plus décomplexée. La façon dont on en parle aujourd'hui démontre cette forme de contamination qui est quand même de plus en plus inquiétante en Belgique comme ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir ton ressenti sur la façon justement dont le gouvernement se comporte à l'heure actuelle par rapport à ces personnes? Ici, il y en a environ 230, mais avec ceux qui sont à la VUB et ceux à l'ULB, il y en a 475 au total qui sont en grève de la faim à l'heure actuelle. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de gagner la bataille. Il y a non seulement cette action très forte de grève de la faim, mais on vient de les rencontrer. Ils ont beaucoup de souffle, beaucoup de capacité d'expliquer leur situation, d'en témoigner sur le plan personnel et collectif, mais aussi d'y lier une analyse tout à fait surprenante d'un rapport de force sur le monde dans le monde du travail, de l'exploitation. Ils sont vraiment très très conscients d'une série de choses sur le plan politique, et moi je suis assez admiratif et de ça et de leur action, et aussi de la façon dont ils l'expriment. On vient de voir leurs tableaux, leurs dessins, leurs poèmes, leurs fresques dans l'église du Béguinage, et je trouve ça à la fois touchant, en tout cas moi ça m'émeut de voir ce genre de choses, mais aussi très intelligent. Ça témoigne d'une intelligence extraordinaire, parce qu'il
il y a effectivement chez eux la conscience qu'il y a le discours, il y a les mots, il y a le verbe, et puis il y a tout ce qui peut être aussi traduit par autre chose que simplement des mots, comme une démarche artistique, un tableau, un dessin, une fresque. Et ça, je trouve ça vraiment très fort de pouvoir allier dans une action qui est fondamentalement politique, à la fois un discours politique, une analyse extrêmement lucide et systémique de la situation, une capacité de témoigner individuellement et collectivement, marquée par une grande sincérité et une grande honnêteté, et puis la capacité aussi de transcender tout ça avec une démarche artistique. Je trouve ça vraiment formidable. Et, non seulement ça m'émeut, mais ça me rend admiratif et optimiste. Je crois que ça témoigne de ce dynamisme qui fait qu'on gagne même les batailles les plus difficiles.